Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Vous l'avez peut-être remarqué, dans Comme un poisson dans l'eau, mes invités mettent souvent le doigt sur des liens ou des interdépendances entre l'oppression spéciste et d'autres systèmes d'oppression. Si vous n'êtes pas convaincu de la pertinence de parler du spécisme comme une oppression et non seulement comme une discrimination, je vous renvoie vers l'épisode 9. Dans les intersections qu'on a vues, il y a par exemple, dans l'épisode 4, le fait que beaucoup d'insultes sont simultanément spécistes et sexistes ou racistes, ou encore, dans l'épisode 6, que le lait a été utilisé comme symbole du suprémacisme blanc. Dans la plupart des pays, à ma connaissance, il y a beaucoup plus de femmes qui sont végétariennes ou véganes que d'hommes, et je voulais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est juste une question de pratiques différenciées selon le genre, du type la norme masculine c'est d'aimer le sport, les voitures et manger des animaux ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ça ? Pourquoi est-ce que la viande paraît si essentielle à la masculinité, même à la virilité ? Est-ce que le fait que les femmes sont plus sensibles en général au sort des animaux autres qu'humains ne s'explique pas par la perception de leur oppression commune avec eux ? Ou peut-être par des liens intimes entre la domination spéciste et la domination patriarcale ? C'est pour mieux me dépêtrer dans toutes ces questions que j'ai invité Nora Boisouni dans le podcast. Nora Boisouni est journaliste et elle écrit en particulier sur les questions d'alimentation, de genre et sur les séries, le cinéma et la télévision. Elle est autrice et traductrice, podcasteuse et créatrice de web-séries entre autres activités. Et elle a écrit Féminisme, quand le sexisme passe à table en 2017 et en 2021, Stexisme, en finir avec le mythe de la végé et du viandard, tous deux aux éditions Nourriture Fu. Bonjour Nora Boisouni. Bonjour Victor. Ça me fait super plaisir de vous recevoir dans Comme un poisson dans l'eau. Alors pour ouvrir cet épisode, j'aimerais partir d'une phrase que vous dites parfois, on performe le genre par l'alimentation. Et ça résume parfaitement tout ce que j'aimerais qu'on discute dans cet épisode. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire performer le genre et pourquoi ça passe aussi par l'alimentation ? Le genre, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que le genre, qui soit par exemple féminin ou masculin, c'est pas quelque chose qui s'affiche comme ça. C'est-à-dire que on a tous et toutes des notions différentes de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, et de la manière dont on va, nous, si on s'identifie homme, l'être tous les jours, ou femme, ou une personne qui ne s'identifie ni dans l'un ni dans l'autre. Quand je parle de performer le genre, c'est-à-dire que c'est une notion qui peut avoir l'air figé, le genre. Et puis surtout, c'est pas la même chose d'être un homme ou d'être une femme au 19e siècle, mettons, dans le Nevada, et au 21e siècle, à Marseille. Donc on performe le genre parce que dans nos façons de parler, de nous mouvoir, de rire, de danser, de se vêtir, on met plein de choses et on met ce qu'on est ou ce qu'on attend ou ce à quoi les autres doivent s'attendre, ou bien on s'habille, on se maquille, on parle, on danse, on chante, on rit d'une manière peut-être aussi attendue par les autres, peut-être pour se protéger par exemple, parce que si on est un homme et que on a, je sais pas, des manières un peu délicates, on va se faire moquer, railler, voire frapper, en se faisant traiter d'insultes homophobes. Donc on performe le genre parce que le genre c'est pas quelque chose qui se voit forcément, on va dire. L'alimentation fait partie de ces choses qui reflètent une certaine culture ou des cultures, des traditions, des croyances, de l'éducation et le genre. Donc par exemple dans le bouquin, je dis quand vous allez à un premier rendez-vous, si vous êtes une femme, par exemple, et que vous allez à un rendez-vous avec un homme,
Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête quand on est dans un rendez-vous et on se dit comment il faut que je me comporte pour que l'autre en face ait envie de rester, de me connaître davantage, peut-être d'entamer une relation amoureuse ensemble. Et donc on va performer le genre féminin tel qu'il est, ou tel qu'on pense qu'il est attendu par l'autre. Donc, selon les normes sociales. Voilà, selon en vigueur à l'époque et dans le lieu dans lequel on est. Donc on est au restaurant, on est une femme avec un homme en face, où on ne connaît pas, on a juste parlé un peu sur Tinder, et on va se dire, une femme, c'est censé être quelqu'un de délicat, qui parle pas trop fort, qui mange pas trop gras, qui rigole aux blagues des hommes, et qui, donc, par exemple, va pas commander un truc du style une énorme pièce de bœuf saignante avec des frites et de la mayo, quoi. Et manger avec les doigts. Ça, c'est typiquement masculin. Ça, c'est des caractéristiques typiquement masculines, de manger beaucoup, de manger de la viande saignante avec des choses grasses et de la mayo. Mais par exemple, si on est un homme, on va se dire mais paradoxalement, on va se dire si je commande juste une petite salade sans sauce, il va se dire je suis chiante quoi, je suis pas rigolote quoi, c'est pas rigolo de bouffer avec moi. Pareil, si on est un homme, on va se dire un homme c'est censé quoi ? C'est censé connaître des choses. C'est censé connaître la carte des vins par exemple. C'est censé boire du whisky. Alors là, moi si j'aime pas l'alcool et que j'y connais rien en vin, je vais passer pour quoi ? Je vais pas passer pour un vrai mec. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de nous en fait. Donc on performe différemment. On va pas prendre la même chose au restaurant en premier rendez-vous que avec nos meilleurs amis ou notre famille. C'est-à-dire qu'on attend des femmes, on se dit c'est normal que les femmes montrent de l'empathie par exemple, puisqu'on est sociabilisé comme ça depuis le plus jeune âge, alors que les hommes on leur apprend à être forts, à pas montrer d'émotion, à pas montrer d'empathie, parce que ce serait un signe de faiblesse, un signe féminin, puisque on le rappelle, la dichotomie de genre, la binarité, elle est pas seulement, c'est pas seulement une binarité justement, c'est une hiérarchisation des genres, c'est féminin inférieur à masculin. Donc c'est pas juste une question de catégorisation, c'est une question d'infériorisation de l'autre, du genre féminin et de tout ce qui peut y être accolé, donc de toutes les caractéristiques, la douceur, l'empathie, etc. Chez les hommes, voilà, on va se dire un homme vegan, n'importe quoi, là les petits animaux, les pauvres petits animaux, t'es un bonhomme, t'es pas un bonhomme ça mange de la viande, voilà, point barre, c'est un chasseur. Et oui, le sous-titre de votre livre, c'est de Stexisme, donc, c'est le mythe de la végé et du viandard. Donc en fait, typiquement la viande ou aussi les féculents qui viennent souvent avec, c'est l'homme, c'est le masculin, c'est le mec, et les légumes ou l'alimentation végétale, c'est du côté féminin, c'est les femmes. Oui, alors moi justement, je me suis mon deuxième livre, donc Stexisme, qui s'appelle donc En finir avec le mythe de la végé et du viandard, je me suis posé la question justement de ces stéréotypes de genre et de ce qu'on y met. Et donc je me suis dit et on le voit dans les études que j'ai lues par la suite en écrivant le livre, mais quand on met devant quelqu'un un steak frites et une salade de quinoa et des légumes rôtis, et qu'on demande à ces gens de mettre l'étiquette féminin et l'étiquette masculin sur ces plats, eh bien il est évident, moi pensais-je, et dans les faits, bien sûr c'est évident, ça se révèle vrai, les gens vont mettre l'étiquette masculin sur le steak frites et l'étiquette féminin sur le quinoa, légumes rôtis. Donc ça on le retrouve, et je me suis dit mais alors, est-ce que vraiment les femmes et les hommes mangent différemment ? La réponse est oui. Je me suis attaquée à l'étude INCA3, qui est une étude menée sur une cohorte, ça veut dire sur un très grand nombre de personnes en France, sur les consommations individuelles. Et on se rend compte que oui, les hommes mangent 2 fois plus de viande rouge que les femmes. Après, c'est pas tout, mais on parlera du reste après. Par exemple, les hommes mangent plus gras que les femmes, plus sucré. Les femmes vont manger peut-être plus de compotes, plus de soupe. D'accord. Donc, de ce que vous semblez dire, c'est à la fois sur la forme, donc c'est-à-dire les portions, la quantité, et à la fois sur les contenus, le type d'aliments qu'on mange. Donc, par exemple, est-ce que c'est plus ou moins gras, plus ou moins riche ? Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des hiérarchies qui se forment au sein même des aliments qui viennent des animaux. Donc par exemple, il y a une hiérarchisation genrée entre viande rouge et les viandes blanches qui sont dites maigres. C'est ça, les femmes mangent plus de viande blanche ou de poisson en fait. Oui, sur la viande, il y a effectivement un régime genré déjà, rien que dans la viande, parce que la viande déjà c'est l'aliment le plus chargé symboliquement, si on parle de genre et si on parle de tout le reste, de la domination de l'humain sur la nature. Mais pas que de l'humain, surtout de l'homme, avec le petit H. Il y a l'idée que la viande rouge, puisqu'il y a encore une trace de l'animalité, donc le sang, il va y avoir une trace de la prédation de l'être humain, a fortiori de l'homme, sur l'animal, sur la nature. Et c'est des viandes qui symboliquement sont chargées en termes de, justement, on va absorber la vie
de l'animal mort, on va absorber une petite de puissance, d'essence de vie, quelque chose qui va nous rendre plus forts et plus fortes. On a l'idée aussi que viande rouge égale beaucoup de protéines, donc égale beaucoup de muscles, donc égale beaucoup de force, donc virilité, donc homme. Ouais. Sur les viandes dites maigres, la volaille par exemple, justement c'est des viandes qui sont pas très grasses, très peu grasses, il y a moins de protéines que sur une viande rouge. C'est des viandes qui vont être privilégiées dans le cadre d'un régime amincissant, amaigrissant. On le voit dans tous les magazines féminins qui disent faut manger des tranches de blanc de dinde à tous les repas, parce que, mais c'est vrai qu'il y a moins de traces d'animalité. Donc on a des viandes qui sont vendues sous blister, qui sont presque plus un animal en fait, où on a vraiment gommé toute trace de l'animal. Les viandes en tranches dinde, poulet, etc. Il y a aucune trace d'animal, il n'y a pas les plumes, il n'y a pas de sang. On a à peine parfois quelques petites choses qui rappellent l'animal mort. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une espèce de produit qui n'a plus du tout l'air d'être un produit issu d'un animal. Donc il y a cette idée-là que c'est moins chargé symboliquement en termes de absorber la vie de l'être vivant qui est devant soi sur son sandwich, quoi. D'accord, donc ça veut dire que d'après vous, le fait que la viande soit associée à la masculinité et à la virilité, c'est parce que les hommes assumeraient davantage la domination sur les animaux et donc ils voient comme positivement le fait de manger de la viande qui ressemble encore à de l'animal qui a été tué, alors que les femmes cherchent plutôt à s'en distancier, c'est ça ? Alors je sais pas si elles cherchent à s'en distancier, en tout cas on a favorisé ça. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté qu'effectivement l'alimentation était différenciée selon qu'on est un homme ou une femme, et ça commence dès l'adolescence, et là c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est enfant on mange la même chose qu'on soit fille ou garçon, mais dès l'adolescence ça y est, on diverge, et les régimes de genre qui vont perdurer pendant l'âge adulte sont déjà là. Donc sur la viande, ouais, c'est valorisant pour un homme de manger un gros steak, parce qu'il y a cette idée qu'il reviendrait à une espèce de nature profonde, du chasseur, voilà. C'est pour ça que le barbecue, c'est un tel délire, là, chez les hommes, là. C'est un truc, voilà, on a l'impression que, ça y est, il y a un truc de rite initiatique, avec le feu, plus la viande, que c'est les mecs qui s'occupent du barbecue, mais tu sais, on l'a tous et tout entendu, je pense, ses parents, des proches de sa famille dire ah mais non mais tu vois ça c'est notre côté homme préhistorique, retour à l'état de nature, quoi. Et puis c'est toujours les hommes au barbecue, les femmes à la salade. Voilà, les femmes elles s'occupent d'autres choses, elles sont dans la cuisine, elles font la salade, elles vont voir si les boissons sont fraîches, etc. Ouais. Les hommes, il y a une espèce de rite initiatique de un vrai mec c'est faire du feu, c'est faire un barbecue. Alors c'est faire du feu, on n'est pas dans la nature en train d'essayer de faire du feu, hein. On est quand même dans un jardin avec un barbecue et toutes les aides possibles pour faire du feu, et on n'est pas en train de tuer un animal à main nue pour le manger, on a acheté son steak, ces trucs chez le boucher ou au supermarché, mais effectivement il y a cette idée que ce serait profondément ancré dans le cerveau des hommes que d'aimer la viande et que d'essayer à tout prix de renouer avec un soi-disant ancêtre des cavernes ou j'en sais rien qui était chasseur, quoi. Alors que chez les femmes justement c'est cette idée de chasse, de prédation, elle est pas valorisée et elle est pas du tout accolée au féminin. Donc les femmes, le barbecue, moi j'ai jamais vu une femme dire non c'est mon précaré, ouais. Voilà, c'est mon précaré, j'allais dire. Ouais. C'est le précaré masculin, le barbecue. Absolument. Et qu'on a l'impression que si c'est pas eux qui le font, ils sont un peu moins un mec, quoi. Ouais. Alors vous, contre cette idée que voilà, ce serait un truc qui serait naturel, psychologique, complètement, je sais pas, universel, ancré dans la psyché masculine, en fait vous dites clairement que c'est une certaine construction de la masculinité qui crée ça. Donc est-ce que ça veut dire que pour en finir avec le mythe de la VG et du viandard, ça implique de déconstruire ou de mettre fin ou de dénoncer un certain type de masculinité ? Alors il faut comprendre que les goûts alimentaires ne sont effectivement pas innés. Aucun. On le sait, c'est scientifique, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études qu'on a pu faire sur le sujet. Les femmes ne naissent pas avec un goût prononcé pour le gazpacho, et les hommes ne naissent pas avec un goût prononcé pour le whisky et le steak saignant. Bon. Tout est question, effectivement, de construction culturelle.
Ça dépend, comme je le disais au début, des traditions familiales, de la zone géographique où on est éduqué, où on grandit. Ça dépend de ce que nos parents aimaient, parce que les parents, ils cuisinent pas des choses qu'ils aiment pas. Moi, par exemple, ma mère a toujours détesté la betterave. Du coup, moi, la betterave, j'en ai pas cuisiné avant très très tard. Ouais. Donc, j'avais pas de goût dès l'enfance pour la betterave. Je trouvais pas ça bon, quoi. Si ma mère en avait cuisiné avant, j'aurais peut-être aimé ça plus tôt. Donc c'est une question aussi de religion, par exemple, c'est une question, voilà, c'est plein de choses. Et c'est aussi une question de genre, de construction de genre. Donc, ce qu'on appelle masculinité hégémonique, c'est-à-dire que c'est pas la manière universelle d'être un homme la plus acceptée, c'est celle à une époque donnée, dans un lieu donné. Voilà, c'est aujourd'hui être un homme à Paris, à Marseille, à Lyon, à Lille, donc en France, en 2022, la manière la plus acceptable d'être un homme, c'est quoi? Voilà. C'est ça, hégémonique. Ça veut pas dire que c'est la meilleure manière, ni que tous les hommes le sont, c'est que c'est la plus acceptable. Masculinité hégémonique. C'est un terme forgé par la sociologue Raewyn Connell, qui est une des fondatrices du champ de recherche des études sur la masculinité, ou plutôt les masculinités, car c'est un des apports majeurs de son œuvre. Elle insiste, dans ses analyses, sur le fait que la masculinité n'est pas seulement une question d'identité personnelle, c'est surtout une certaine organisation de la société, qui distribue des places et des rôles qui s'inscrivent dans des relations sociales et des rapports de pouvoir. Et donc, quand on dit que les hommes sont placés en position de dominant par le système patriarcal, eh bien Raewyn Connell dit « en fait c'est un peu plus complexe que ça ». Car ce sont certains hommes, et pas tous uniformément, qui tirent un privilège de la masculinité. C'est ce qu'elle appelle la masculinité hégémonique. Elle explique qu'il y a aussi des rapports de pouvoir entre les hommes, et donc qu'il y a plusieurs types de masculinité, et notamment ce qu'elle désigne comme la masculinité subordonnée ou subalterne. Typiquement les hommes homosexuels ou efféminés, mais ce peut être les hommes racisés, etc. De toute façon, tout ça n'est pas universel et figé dans le marbre. C'est toujours dépendant du contexte précis, d'un certain lieu et d'une certaine époque, comme le dit clairement Nora Boisouni. Aujourd'hui, la manière la plus acceptable d'être un homme en France, en 2022, mais on peut dire pareil de l'Europe, des États-Unis, etc., c'est déjà être hétérosexuel et ne pas montrer de signes féminins. Donc, je mets des guillemets évidemment avec féminin, donc c'est voilà, pas trop d'empathie, montre pas trop ses sentiments, pas beaucoup de communication, montrer quand même un appétit certain pour une certaine forme de violence, en tout cas de domination sur l'autre, etc., de prédation. Donc encore une fois, on dit c'est pas la majorité des hommes qui sont comme ça ni qui s'y retrouvent, mais c'est comme ça qu'il faudrait être un homme. Sur la viande, c'est ça. Un homme est censé aimer la viande, manger de la viande et ne pas se poser la question de la manière dont cet animal mort est arrivé dans son assiette ou sur le grill de son barbecue. Ouais. Donc oui, complètement. Comme c'est une construction, il faut la déconstruire. Et il faut déconstruire les idées qu'on a collées au genre et qu'on a tous et toutes dans la tête, qu'on le veuille ou non, qu'on cherche à s'en débarrasser ou non, c'est très difficile, parce que c'est culturel, c'est social, c'est familial, c'est religieux, c'est tout ce que tu veux. Donc ouais, c'est une certaine forme de masculinité qu'il faut combattre, oui, alors c'est pas que la masculinité, c'est une certaine forme de société en fait, parce que plus que masculinité, c'est la société, c'est les sociétés, parce que comme je le dis, les masculinités, elles sont plurielles. Ouais. La masculinité hégémonique en France aujourd'hui, c'est peut-être pas la même que, je sais pas, dans une tribu amazonienne. Ouais. Voilà. Donc l'hégémonie, c'est un lieu donné, une époque donnée. Donc oui, c'est arrêter d'être persuadé que un homme ne devrait pas montrer d'empathie pour les animaux, par exemple. Mais on le voit, j'en parle dans le livre, dans les stratégies déployées par les hommes végétariens ou véganes quand on leur demande de justifier leur véganisme ou leur végétarisme. Les femmes, quand on leur demande de le justifier, déjà on leur demande moins de le justifier parce que ça semble effectivement plus naturel pour une femme de ne plus manger d'animaux, puisqu'on se dit bah oui c'est normal, c'est une femme, elle a plus d'empathie, etc. Bon, mais on va se dire ah bah super, ah là là les pauvres animaux, ouin, t'es trop sensible, bon bref. Oui, c'est quand même dévalorisé d'avoir plus d'empathie pour les animaux. De toute façon, on n'est pas dans une société qui valorise l'empathie, malheureusement. On serait dans une société tellement plus belle et heureuse et joyeuse et équitable et égalitaire si on avait plus d'empathie, déjà, voilà. Mais on est une société qui valorise l'individualisme
qui valorise pas du tout l'altruisme et l'empathie. Mais quand un homme est végétarien ou vegan, il y a un stigma beaucoup plus fort, et les hommes qui le sont et qui doivent se justifier, plusieurs mettent en place une stratégie pour être le moins dévirilisé possible, qui consiste à ne pas parler d'empathie, mais plutôt invoquer des arguments rationnels, puisque le masculin est le rationnel et le féminin est le sensible. Ah, donc il reconvoque des attributs masculins pour justifier le véganisme ou le végétarisme. Exactement. Donc ces hommes-là vont dire c'est une question philosophique parce que j'ai lu beaucoup de livres, puis j'ai découvert Peter Singer, voilà, donc c'est effectivement reconvoquer toujours des stéréotypes de genre, reconvoquer, reconfigurer leur masculinité, mais pour qu'elle reste quand même acceptable et le moins stigmatisante possible. Alors que si un homme dit moi c'est parce que je trouve ça atroce, est-ce que t'as regardé les vidéos L214, c'est abominable la façon dont sont traités les animaux, moi je peux pas accepter ça, et puis l'élevage intensif, regarde ce que ça fait à la planète et aux humains, on va se dire ça va, rien, ouin quoi. Sensiblerie, donc ouais. Voilà, sensiblerie, voilà, on va tout de suite lui dire mais t'es un homme, t'es pas censé être aussi sensible quoi. Donc ces hommes-là vont mentir aussi en disant c'est philosophique parce que voilà, je reste rationnel quoi. J'ai fait un choix qui n'est pas un choix acceptable pour un homme, mais je le justifie par quelque chose qui est acceptable, qui est d'ordre du rationnel. D'accord. Vous avez dit donc qu'en fait il y a une intersection entre la domination du suprémacisme humain, du spécisme, et enfin vous l'avez pas dit avec ces termes, mais je pense que vous pouvez vous y reconnaître à peu près, j'espère, et la domination patriarcale. Et j'aimerais comprendre comment concrètement, qu'est-ce que ça apporte socialement comme bénéfice, parce que c'est pas seulement le fait de pouvoir manger plus d'aliments, un certain type d'aliments, la viande rouge, par rapport aux femmes pour lesquelles c'est moins valorisé, c'est aussi des gains symboliques qui sont associés à la viande, mais j'aimerais bien comprendre en quoi ça peut être un coût en fait d'y renoncer concrètement, socialement. De renoncer à la viande ? Oui, quand on est un homme. On renonce au fond à son privilège de dominant. On renonce à ça, on renonce à cette idée justement que les hommes sont des prédateurs, mais qu'il y a une prédation sur tout. Parce que dans la hiérarchie des êtres vivants, l'homme est au-dessus des femmes, qui sont elles-mêmes au-dessus des animaux, qui eux sont au-dessus des plantes. Donc l'homme, avec un petit H, domine tout le reste, tout le vivant en fait, qui serait là à sa disposition, qui seraient des biens, meubles, dont il peut jouir comme bon lui semble. Et donc jouir de leur corps, jouir du corps des animaux, jouir du corps des femmes. Donc que ce soit avec les femmes par la propriété, les hommes, le mariage c'est ça par exemple, hein. Et de toute façon le patriarcat c'est ça. C'est jouir du corps des femmes, exploiter la force de travail féminine, exploiter le corps des femmes, jouir de cette propriété-là, pour son bon plaisir et pour briller socialement et s'élever socialement, mais c'est pareil que les animaux, donc les femmes sont considérées pas beaucoup mieux que les animaux, quoi. Et ça, c'est Carol J. Adams qui en parle très bien dans son bouquin La politique sexuelle de la viande, qui, quand je l'ai lu, m'a fait l'effet vraiment d'une bombe dans la tête, où je me suis dit waouh, mais en fait j'avais pas remarqué que c'était à ce point-là que on objectifiait les femmes comme les animaux, qu'en fait il y avait pas beaucoup de différence dans la manière dont on vendait les deux, en fait, dont on vendait le mythe patriarcal et dont on vend le mythe spéciste. C'est la même chose quoi. Ouais. Et on voit donc c'est la commodification des femmes suit celle des animaux quoi. On peut acheter des femmes. Et l'une sert l'autre. Voilà, et ça sert les hommes. Donc renoncer à la viande, comme renoncer à l'hétérosexualité, c'est un danger pour la société puisque ça trouble l'ordre patriarcal qui voudrait que les hommes jouissent des femmes et des animaux quoi. Ouais, c'est passionnant, on voit comment les privilèges masculins s'entrecroisent en fait avec les privilèges qui sont associés à l'humanité. Et c'est vrai que, comme vous le dites, le plus évident c'est le privilège exorbitant qu'a l'humanité, mais en fait surtout plus les hommes que les femmes, c'est celui de s'approprier les corps d'individus d'autres espèces et d'ingérer leur chair. C'est vraiment, je vois pas plus grand privilège qu'on puisse avoir en fait. C'est ça, c'est la mise à mort. Ouais. C'est la mise à mort, qu'elle soit sociale, qu'elle soit physique, littérale de l'autre. Pour sa consommation ou non, mais en tout cas c'est la mise à mort, l'idée comme un genre de droit divin quoi. Naturellement, on a ce droit-là, donc l'humain aurait le droit de mettre à mort l'animal et consommer sa chair, mais c'est plutôt l'homme du coup, mais c'est dans des textes sacrés, c'est dans la Bible, c'est pas écrit la femme, c'est écrit l'homme, ouais. C'est dans des textes philosophiques qui remontent à l'Antiquité où vraiment il y a cette idée
de prédation et de la nature est à disposition de l'homme avec un petit H. Toute la nature, tout ce qui s'y trouve. Ce que vous me dites, ça me fait beaucoup penser en fait à un livre qui est sorti l'année dernière de l'historienne Lucille Pétavin, qui s'appelle Le coût de la virilité, mais oui, qui est passionnant. Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et en fait, j'ai l'impression que la domination et la violence envers les animaux, c'est en fait juste un coup de plus de la virilité pour la société, non ? Bah, est-ce que c'est que la virilité ? Je ne sais pas, puisque il y a quand même assez peu de personnes végétariennes et véganes dans le monde. Ça reste quand même quelque chose d'assez marginal. Ouais. Mais quand on en parle, il y a une résistance extrêmement violente des hommes face à ces régimes-là. Extrêmement violente. Dans mon premier livre, et je crois que je le mentionne rapidement dans le deuxième pour le rappeler, il y a quelques années, l'OMS a émis des recommandations en disant la surconsommation de viande rouge, surtout transformée, donc la charcuterie par exemple, est cancérogène. Bon, elle n'est pas que cancérogène, hein. Elle donne lieu à des maladies type cancer colorectal, type diabète, etc., qui touchent, on le sait, partout dans le monde, surtout les hommes. C'est leur régime alimentaire qui fait ça. Quand l'OMS a émis ces recommandations-là, en France, moi je me rappelle, il y avait une dépêche AFP qui était sortie avec, voilà, et il y a eu une réaction immédiate de l'Association des maires de France, MAIRES, hein, évidemment, qui est constituée pour beaucoup, la grande majorité d'hommes, qui est montée au créneau en hurlant, vraiment, en disant mais en gros c'est la France qu'on assassine, comment ça faut plus manger de viande, comment ça la viande est cancérogène, mais allez retourner vous manger vos graines, etc. quoi. Donc vraiment d'une virulence incroyable. Mais ces hommes-là, au fond ce qu'ils pensent, c'est pas la France qu'on assassine, c'est la masculinité pour eux qu'on assassine. Ouais. C'est la même idée qu'il y a quand on a tout ce que j'appelle, Jean-Michel, on peut plus rien dire là. On peut plus rien dire. On peut plus faire des blagues racistes. On peut plus mettre la main au cul des femmes. Voilà. On peut plus rouler à plus de 80. Et on peut même plus manger de viande. Voilà. On peut plus fumer dans les lieux publics. Ils vont nous enlever la viande. Alors déjà, j'adore ce truc, ils vont nous enlever la viande. Personne, ça n'existe pas. Il n'y a pas de il. Donc c'est cette idée que il y aurait eu un âge d'or où faire tout ça, c'était ok. Que être raciste, c'était ok. Qu'être un agresseur sexuel, c'était ok. Et ils mettent tout ça sur le même plan que fumer dans les lieux publics, ce qui est un problème de santé publique quand même, hein, que de rouler vite, ce qui est un problème de santé publique, et de manger de la viande, qui est un problème de santé publique. Mais ils mettent ça sur le même plan. Et tout ça, c'est quoi le point commun ? C'est la valorisation des comportements excessifs et de la mise en danger et du risque. Et tous ces comportements-là, ils sont valorisés chez qui ? Chez les hommes. Ouais. Trop manger, agresser les femmes, se moquer des autres, railler les autres, être dans la position de domination, rouler vite, se mettre en danger, boire trop d'alcool, etc. C'est valorisé chez les hommes. Il y a un super épisode des coups sur la table là-dessus, sur les voitures par exemple, et sur les drogues et sur l'alcool. Hein, sur l'alcool aussi, il y a un épisode. Ouais, sur ces comportements à risque qui font partie du rite initiatique masculin et des comportements valorisés chez les hommes. Donc au fond, ces hommes-là qui ont l'air d'être terrifiés parce qu'il y a 3% de la population qui est végétarienne, et qui sont terrifiés parce qu'on leur dit que manger trop de saucissons, c'est pas bon pour la santé, et qu'il faudrait peut-être manger un peu moins de viande et plus de légumineuses, et qui montent au créneau en éructant, c'est les mêmes qui vont... En fait, on a l'impression qu'on les tue, qu'on tue quelque chose en eux qui peuvent pas vivre autrement et être hommes autrement, que en ayant des comportements qui nuisent aux autres et à eux-mêmes. Et c'est terrible. Et c'est ça, au fond. Oui, c'est ça. En fait, ce que dit l'historienne dans Le coût de la virilité, c'est qu'il y a une surreprésentation des hommes comme principaux auteurs des violences envers les autres et des comportements à risque envers eux-mêmes. Voilà, donc et c'est une espèce de réaction qui vient souvent quand vous êtes féministe et que vous vous retrouvez face à des hommes qui sont vraiment très anti-féministes. Et Valérie Rey-Robert en parle dans un de ses livres, elle en parle dans lequel, je ne sais plus, le deuxième je crois, pas La culture du viol mais l'autre, j'ai oublié le nom. Bref, elle parle de ça dans son deuxième livre, où elle dit que l'argument massu de certains hommes c'est « oui, mais regarde le nombre d'hommes
surreprésentés dans les accidents du travail et les hommes se suicident plus. Comme si c'était la faute des femmes. C'est la faute du patriarcat. Mais c'est un espèce d'argument massu de « Bah non, alors oui, les hommes tabassent les femmes, mais on se suicide plus. » T'es là, mais quel rapport ? Donc ça nuit à tout le monde, c'est des comportements, c'est une société qui nuit à tout le monde, les hommes et les femmes y compris. Oui, vous dites dans votre livre, les hommes meurent prématurément, en fait aussi, à cause de ces normes de genre, parce que quand on leur dit qu'ils vont peut sûrement mourir du cancer s'ils réduisent pas leur consommation de viande, bah ils préfèrent rester des vrais hommes, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, que de réduire pour vivre plus longtemps. Vous vous rendez compte ? Il y a ce passage dans mon livre où je parle c'est des Suédois, une étude suédoise, où des hommes, on leur dit, vous êtes malades, si vous voulez vivre plus longtemps, il va falloir réduire la viande. Et ces hommes-là, dans cette étude, disent non, je préfère perdre, je sais plus combien c'est, j'ai oublié, je l'ai écrit il y a un an, plus d'un an et demi, mais qui disent, je préfère renoncer à, je sais plus, 3 ans de vie, plutôt que de réduire ma consommation de viande. Incroyable! Oui, ça veut dire que leur masculinité vaut 3 ans de vie. C'est incroyable! Et c'est pas que la masculinité, parce que la masculinité c'est quelque chose pour soi peut-être, mais c'est ce qu'on montre aux autres. Ouais. Vous vous rendez compte? Ils préfèrent vivre 3 ans de moins, et ils ont peut-être une famille, des proches, etc., plutôt que de manger un peu moins de viande. On leur demande pas d'arrêter la viande en plus dans la question. Hein. Ouais. Et c'est des hommes qui sont malades, qui ont des cancers. Et voilà. Donc oui, renoncer à la viande, c'est vu comme un renoncement à la virilité et donc à sa toute puissance masculine. On s'est renoncé à son privilège, au privilège que la nature nous aurait soi-disant donné quand on est un homme, quoi. Donc on devient une femme. Ouais. À contre-courant de ça, il y a des tentatives par des activistes masculins véganes de s'opposer à cette association de la viande à la virilité et qui essayent donc au contraire de performer la masculinité par le véganisme. Et on parle de Hegans en anglais, vous en parlez dans votre livre Stexisme. C'est par exemple des chaînes YouTube de bodybuilders véganes ou plus largement de véganes qui font de la musculation ou du sport. Quel est votre avis là-dessus ? Pour moi, c'est pareil, c'est très ambivalent. C'est-à-dire que comme vous le dites, ils essayent de reconfigurer leur masculinité pour qu'elle reste hégémonique. Ouais. Donc, pour n'être pas perçus comme des sous-hommes, c'est-à-dire des femmes. Voilà. Donc, on va surperformer la masculinité hégémonique et une certaine forme de virilisme pour justifier un régime qui ne serait pas à l'origine, culturellement, un régime approprié et acceptable pour les hommes. Donc on va être encore plus viril, donc on va être hyper musclé, hyper sportif, pour prouver qu'on peut être en même temps, entre guillemets, un vrai mec, et vegan. Ouais. Bon, le problème, il est que l'ambivalence, elle est que il faut réussir à convaincre les hommes de manger moins de viande. Oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit jusque-là, ça se traduit concrètement dans le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont végétariennes que d'hommes. Oui, alors ça c'est dans le monde entier, il y a, c'est vraiment flagrant, beaucoup plus. Mais moi mon problème c'est que là, on ne fait qu'insister et perpétuer un mythe viril. Avec les Hegans, par exemple, il y a des bouquins de mecs américains végétariens qui s'appellent Meat is for Pussies. Donc en gros, et je le dis avec les guillemets, c'est la viande, c'est pour les tapettes. Ouais. En gros, pussy, c'est comme pour ça. Les gonzesses, ou pour les... Voilà, pour les gonzesses. Bon, donc ce titre, il est là pour dire, bah voilà, vous les mecs, là, les viandards, là, vous êtes ridicules, en fait. Donc on inverse la charge de culpabilité ou de ridicule en disant, mais en fait, c'est vous les... Mais bon, du coup, on met quoi comme mot? Pussies? Ouais, le risque, c'est de revéhiculer les hiérarchies sexistes, et du coup, implicitement aussi homophobes. Dire qu'on les traite de femmes. Ouais. Donc, on n'a rien changé. Donc, en fait, on revalorise pas du tout le féminin. Voilà. Ouais. En fait, le problème de ce milieu, c'est qu'on valorise les hommes en dévalorisant les femmes. C'est pour ça que j'insistais sur la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est ça le patriarcat et la domination masculine. C'est que on est incapable de valoriser les hommes sans dévaloriser les femmes. Ça se fait comme ça. C'est comme ça que ça s'est fait depuis toujours, le système patriarcal. Donc, on dévalorise tout ce qui est féminin pour valoriser ce qui est masculin. Donc, le problème avec ces mecs-là, c'est que ils vont associer un vocabulaire viriliste, sexiste, du coup misogyne, guerrier, etc. Donc, ils vont perpétuer les codes d'un virilisme mortifère, d'une masculinité hégémonique mortifère et violente et dominante, en essayant d'inciter les hommes à l'être moins avec les animaux. Donc, ça ne fonctionne pas. On ne déconstruit rien, en fait. Mais, à la fois, on se dit, voilà, comment on vend ces régimes-là aux hommes ?
Et une autre manifestation en fait du poids du patriarcat dans la domination des animaux, c'est aussi que même si donc il y a beaucoup plus de végétariennes que de végétariens, il y a encore beaucoup plus de femmes qui cuisinent dans les foyers parce que la répartition des tâches domestiques est toujours aussi inégalitaire. Et donc en fait on attend d'elles qu'elles cuisinent de la viande pour les hommes du foyer. C'est ça. Une femme, ça doit nourrir son homme, avec tous les guillemets qu'il faut mettre. Bah bien sûr. Et puis donc en France, ça ne bouge pas. Dans les couples hétérosexuels, dans les ménages hétérosexuels, a fortiori s'il y a des enfants, c'est pire. Mais en tout cas, c'est la cuisine du quotidien, c'est à plus de 90% les femmes qui en sont chargées. Et on a quand même des hommes qui se plaignent que madame fait toujours la même chose. Qui se plaignent si ils ont pas la viande à tous les repas. Qui se plaignent parce que donc les femmes sont les garantes non seulement de nourrir tout le monde, mais de nourrir correctement tout le monde. Donc, et selon leur goût. Voilà. Et pas ses propres goûts. Et en plus. Ouais. Donc ça, c'était la troisième chose. Donc, on nourrit les gens, on nourrit la famille, on nourrit son homme et ses enfants, on les nourrit de la meilleure manière possible. Donc on doit penser aussi à la santé. Et on doit nourrir ensuite selon les goûts de chacun et chacune, mais selon les impératifs santé aussi. C'est-à-dire que, les mecs... Bonjour les injonctions contradictoires. Complètement. Mais surtout, les mecs, là, ils mangent n'importe comment, toute leur vie. Mais ils se retrouvent avec du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, des cancers, etc. Des problèmes cardiaques et tout. Donc les femmes doivent s'adapter. Adapter leur cuisine aux problèmes de santé de leurs mecs, donc leur faire manger des choses moins grasses, etc., moins de beurre, moins de sel et tout. Ils râlent sur leur nana, qui ne fait que s'adapter, se casser la tête, et qui se prend en plus des remarques du genre « Ah, j'en ai ras-le-bol des trucs vapeur, là. Ça me saoule, ton truc vapeur, là. » Bah oui, mais le médecin dit « Ah, je m'en fous, fais-moi un steak avec du beurre, là. » Mais vous parlez d'ailleurs dans le livre d'une publicité de Charal, où un homme mordant sa femme, et la voix off dit « Depuis quand n'avez-vous pas donné à manger de la viande à votre mari ?» Ouais. Incroyable. C'est immonde. Hein. Incroyable. Elle est immonde, cette pub. En plus, elle est glaçante, c'est-à-dire que Charal, donc ils ont plein de pubs qui sont censées être drôles. Il y en a une où il y a un homme qui mord son chien dans l'ascenseur parce qu'il a trop envie de manger de la viande, mais c'est tourné de façon comique, je trouve pas ça drôle, mais bon, non. Voilà. Mais celle où il mord sa femme en pleine nuit, elle est glaçante. Ouais. Il fait nuit dans une chambre où dorment donc cette femme et cet homme, et d'un coup, elle hurle, enfin, elle crie, elle allume la lumière, elle est en nuisette, et elle regarde sa cuisse, je crois, et elle dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais ça va pas bien !» Et lui, il est sous les couvertures tout penaud. Enfin, pour moi, il y a un côté viol, hein. Enfin, clairement, il y a quelque chose de l'ordre de la violence sexuelle là-dedans, pas que physique, hein. On a l'impression que le mec a essayé de la violer pendant son sommeil. Enfin, vraiment, et donc, il y a un silence de plomb pendant cette pub. Elle lui parle et il est incapable de répondre. Et elle est choquée, elle est ultra choquée. Il vient d'essayer de la bouffer quand même. Ouais, et à la fin, effectivement, il y a ce slogan qui tombe « Depuis quand n'avez pas donné de viande à votre mari ?» Et là, le rapprochement est explicite entre le corps de la femme et le corps des animaux. Voilà. C'est rare que ce soit aussi flagrant, en fait, qu'ils le disent de façon si claire. Absolument. Triple message. Premier message, les hommes ont besoin de viande. Deuxième message, c'est les femmes qui doivent cuisiner pour leur homme et pas les mecs qui peuvent se faire un steak. Troisième message, du coup, bouffe ta femme. Ouais. Ta femme, c'est de la viande, en fait. Oui, puis quatrième message, on a le droit de manger des animaux, c'est légitime, quoi. Ouais, voilà. Tout ça repose sur le spécisme, en fait. Bon, ça, on n'en parle même pas, parce que ça, ça c'est Charal, donc bon, évidemment, c'est présupposé. Ouais. Mais cette pub, elle est atroce. On a tout là-dedans, quoi. Justement, ça nous fait une transition parfaite pour parler de la publicité. Vous y consacrez une bonne partie du livre. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des publicités absolument choquantes. Et vous dites que la publicité véhicule en fait et renforce des idéologies. Donc, en l'occurrence, à la fois l'idéologie carniste, c'est ce dont on avait parlé avec Axel Pleius-Bror, qui a développé le mot de publispécisme pour désigner ça, et aussi donc l'idéologie sexiste. Et dans ce sexisme, vous rappelez, ou plutôt en fait, vous nous apprenez, parce que moi je ne savais pas, qu'il y a vraiment eu une stratégie marketing volontaire de ségrégation genrée des publicités, donc certaines pubs destinées aux hommes et d'autres aux femmes, et vous expliquez que ça a un but de segmenter le marché. Oui, pour vendre plus de produits. On segmente, alors il y a plein d'exemples à donner, mais moi j'aime bien, j'ai découvert le concept de contamination genrée, en faisant mes recherches. Donc d'ailleurs on n'apprend pas forcément ça aux gens qui sont en études de pub, parce que j'ai eu des étudiantes et étudiants après, et ils m'ont dit mais on nous a jamais appris ce truc là, c'est fascinant. La contamination genrée, c'est quand un produit, alimentaire ou non, est tellement connoté féminin par exemple que les hommes ne l'achètent plus, et inversement. On va vendre des choses aux hommes qu'on vend déjà aux femmes parce que les hommes en achètent moins, ou bien on va leur faire une nouvelle gamme pour les hommes, par exemple le yaourt.
typiques. Ouais. Dans les aliments que je cite beaucoup, il y a le chocolat, le yaourt, les glaces et la viande. Les yaourts, c'est marrant parce que, alors en France, on a un peu moins de segmentation qu'aux États-Unis, mais c'est quand même très segmenté. C'est-à-dire que quand vous pensez yaourt féminin, vous voyez taille fine, Ouais. sveltesse. Bon, alors, c'est dans le nom, déjà. Ah, c'est des yaourts pour soi-disant perdre du poids ou rester mince. Ça n'existe pas. Pour perdre du poids, il faut pas manger, donc voilà. Donc, sveltesse, taille fine. Donc, on est sur un marketing de l'amincissement. Les peaux sont blancs ou pastel, du mauve, du rose, du bleu, etc. Avec des silhouettes élancées, féminines. C'est des yaourts 0%, etc. Toute la pub et le marketing autour de ces yaourts, c'est le 0%. En gros, comme je l'ai dit dans mes conférences, c'est des yaourts où il n'y a rien dedans. Je montre, en montrant des publicités, que les femmes, elles mangent rien, elles mangent des choses vides, elles mangent des choses sans. J'en parle dans le livre. Elles mangent sans, S-A-N-S. Ouais. Les hommes mangent avec. Donc, sur les yaourts, on a du marketing sur les yaourts sans matière grasse, sans sucre. Et pour les hommes, on va avoir des yaourts avec de la protéine, par exemple. Donc on va avoir Hypro, H-I-P-R-O, qui est une marque de yaourt dont je parle dans le livre, je crois que c'est Danone, qui fait des yaourts soi-disant, c'est écrit pour les sportifs, mais on sait très bien que c'est pour les hommes. Hein. C'est une façon de pas nous dire que c'est pour les hommes. C'est des pots qui sont plus gros qu'un pot de yaourt normal, on va dire, standard. Donc il y en a plus dedans, et puis c'est une typo, la police elle est vraiment genre épaisse, grasse et tout, et est mis en avant sur le packaging la teneur en protéines. Donc voilà, les hommes mangent avec, les femmes mangent sans. Ouais, une autre façon dont vous le résumez, vous dites les hommes doivent prendre du muscle et les femmes perdre du poids. C'est ça. On segmente le marché pour vendre des produits aux femmes et aux hommes pour qu'ils et elles, et on revient au début de l'épisode, performent le genre de manière acceptable et soient, entre guillemets, des vraies femmes ou des vrais hommes. D'accord, donc en fait l'enjeu derrière c'est que la nourriture devient un moyen de remplir les rôles de genre. Et de les perpétuer. Ouais. La pub fait ça. Ouais, bah du coup on voit super bien ce que c'est la segmentation du marché et du coup la ségrégation genrée en fait de tout ça par la publicité. Alors on en vient à une question qui m'a passionné, c'est qu'en fait c'est pas que le patriarcat qui est en jeu, c'est le système hétéro-patriarcal, vous l'avez déjà suggéré, c'est que du coup vu que la viande est codée comme virile et l'alimentation végétale comme féminine, et ben les hommes végétariens ou véganes sont parfois ou même souvent perçus comme efféminés, et donc ils sortent de la masculinité hégémonique, de la masculinité dominante. Ouais, et donc c'est un danger. Un homme cisgenre qui deviendrait végétarien ou végane, comme je le disais tout à l'heure, il y a une présomption d'homosexualité, puisqu'il y a une efféminisation, un efféminage, pour citer un mot que j'ai appris hier d'une chercheuse française, qui parle d'efféminage quand on prend les codes de l'autre genre, par exemple. Il y aurait donc une présomption d'homosexualité parce qu'il y a un comportement qui est codé comme féminin, et donc ces hommes-là deviendraient donc des sous-hommes, donc des femmes, et les homosexuels sont perçus comme des sous-hommes, comme des femmes. Oui, par opposition à la masculinité dominante, c'est des formes de masculinité subalterne. Voilà, qui serait une masculinité hétérosexuelle, qui serait dominante, etc., et acceptable. Parce que être un homme, c'est aimer et coucher avec des femmes, dans la définition dominante. Ouais, et pas que, c'est-à-dire que, et être le dominant, quoi, vraiment avoir une vie sexuelle, des relations sexuelles de dominant, quoi. Ouais. Et donc, forcément, ça met en danger plein de choses quand on arrête de manger de la viande, tout comme quand on n'est pas hétérosexuel. Il y a une espèce de danger pour la société. Alors, je le dis en souriant à moitié, mais c'est comme ça que le perçoivent d'autres personnes. Mais elle le dit avec d'autres mots, ça s'appelle l'homophobie. Mais moi, je le dis parce que c'est un vrai danger. Mais dans le sens, on subvertit quelque chose, et c'est trop cool, et c'est génial. Mais on subvertit un ordre établi, on pervertit un ordre établi. Mais il aime pas ça, l'ordre établi. Alors, il faut que tout le monde soit dans le même moule, que tout le monde soit hétéro, que tout le monde mange de la viande, voilà. Donc il y a un vrai danger, au fond. Mais ce danger, je le dis de manière positive. On remet en question la société, et on la met en danger, on met en danger des gens qui se pensaient à l'abri, en fait, dans leur privilège, leur domination. Mais ça reste profondément, évidemment, homophobe. D'aller se dire un mec est végétarien, donc forcément... Et donc, dans mon livre, je parle de témoignages d'hommes qui, au-delà de, comme on le disait tout à l'heure, justifier de manière rationnelle leur passage à l'alimentation végétale, ou leur rejet de l'alimentation carniste et du dogme carniste, ou leur adhésion à
philosophie antispéciste et des pratiques antispécistes qui, en fait, à qui on va dire ah bah ça c'est forcément, si c'est des mecs hétéros, ah bah c'est forcément ta meuf qui t'a mis dans ce truc-là, quoi. Voilà, comme si en fait, déjà, ces mecs avaient une faiblesse naturelle. Ouais, c'est forcément un truc de femme derrière, quoi. Voilà, il y a forcément une femme derrière, et ces hommes-là seraient faibles, en fait, puisqu'ils se sont laissés convaincre ou manipuler par leur meuf végétarienne ou végane. Et dans Féminisme, vous citez Marty Kiel, qui est donc une écoféministe et antispéciste, qui trace un parallèle entre la dissidence à l'hétérosexualité et la dissidence au carnisme. Oui, c'est passionnant, puis elle dit cette phrase qui me fait beaucoup rire, où elle dit tout comme on demande aux lesbiennes mais comment vous faites du sexe, quoi, comment vous faites dans le monde végétarienne, mais vous mangez quoi, du coup? Je trouve ça hyper drôle, quoi. Il y a cette espèce de cadre dogmatique, hétéronormatif, où en fait tout passe par la pénétration, c'est pénétration centrée, la sexualité, et donc on sait même pas, on sait même pas de comprendre comment on peut faire du sexe sans pénétration, en tout cas sans une bite. Ouais. Et donc comme il y a ce dogme carniste, on est mais comment on peut manger sans manger de viande, vous mangez quoi, de l'herbe, ha ha ha. Ça c'est drôle, quoi, mais sa phrase elle m'a fait beaucoup rire, c'est pour ça que je l'avais recopiée dans le premier, parce qu'elle est vraiment formidable, ça montre les limites en fait, les limites de ces cadres-là, de cette façon de faire société, de ces dogmes en fait. Ça montre vraiment les limites, les gens sont dans une espèce de cadre de pensée tellement limitant et limité et contraint qu'on sait même pas comment faire autrement, quoi. Donc toi je dis que c'est un danger aussi, ça remet on en parlait tout à l'heure, c'est tellement un système qu'on remet en question quand on devient vegan ou végétarien ou végétarienne, et a fortiori quand on commence à s'intéresser à l'antispécisme et au spécisme, on remet, et comme quand on commence à devenir féministe ou quand on commence à lire des choses, etc., on fait waouh, ah ouais mais attends, tout est lié. Et là c'est pareil, donc on est en danger en fait. On remet en question l'ordre établi, c'est dangereux. Ouais, puis vous dites, par opposition du coup à cette contrainte que représente soit le carnisme, soit l'hétérosexualité, en fait vous parlez d'émancipation alimentaire, de même qu'on parle d'émancipation sexuelle. Et ça vient complètement à rebours du discours qu'on entend toujours, ah mais on fait ce qu'on veut, laissez-nous notre liberté de manger ce qu'on aime, voilà, typiquement l'appel à l'autonomie et à l'indépendance chez les hommes. Bon, alors déjà, même pas besoin de rappeler que ça tient pas 2 secondes parce qu'en fait on demande pas aux animaux la vie pour les torturer et les tuer, donc bon, déjà bonjour la liberté, mais en fait je crois qu'il y a vraiment un phénomène qu'on sous-estime, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se forcent à cuisiner de la viande en fait et à en manger quand elles sont en couple hétérosexuel et qu'elles ont des enfants, ou alors qu'elles ont des enfants. J'ai une amie qui écoute le podcast et qui m'a dit récemment, tu sais, je mangeais de la viande parce que je vivais avec mon copain et depuis qu'on n'est plus ensemble, j'en achète plus en fait. Et voilà. Et oui. Bah ouais. Et c'est pas la seule que j'ai entendu me dire ça. J'ai l'impression que c'est un peu récurrent. Mais ça m'étonne, mais c'est absolument pas étonnant, c'est triste, ouais. C'est dommage, mais c'est pas étonnant. Alors l'inverse n'existe pas. Vous avez pas un homme en couple hétérosexuel qui va donc avec sa... Moi par exemple, je suis en couple hétérosexuel. Moi je mange plus de viande depuis longtemps, moi je mange encore des animaux de la mer. Mon compagnon, lui, est omnivore, mais à la maison il y a pas de viande. Bon, et c'est moi qui cuisine. En gros, il fait sa part, donc il va faire mon commis, il va couper les légumes, les trucs et tout. Mais c'est moi qui décide des repas. Et donc je cuisine à 99% végétarien. Mais si un jour on se sépare, mais il est évident, mais parfaitement évident, qu'il ne cuisinera pas végétarien. Déjà il cuisine pas, mais quand il se fera à manger en tout cas, mais il va y avoir de la viande quasiment à tous les repas. Donc il y a l'idée d'émancipation, mais c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure est hyper intéressant sur les personnes qui vous disent on peut plus rien faire, on peut pas faire ce qu'on veut, mais qui en même temps sont des gens qui vont aller hurler en disant ah là là les bobos en vélo, ah là là les gens qui mangent pas de viande, ah là là les homosexuels. Voilà, donc leur liberté vaut plus que celle des autres en fait. Mais du coup c'est pas leur liberté qui prône, c'est une espèce de cadre de pensée et de cadre social quoi. Ouais, vous, ce que vous dites, en fait, c'est qu'arrêter de manger des animaux, c'est pas une privation de liberté, c'est au contraire retrouver de la liberté face aux normes sociales qui nous ont été imposées. Bah oui. Ouais. C'est sortir du dogme. Voilà. C'est pas bon, les dogmes. Ouais. C'est bon pour personne, en fait, surtout pas pour les animaux. Ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les hommes. C'est bon pour personne, en fait. Ouais. Une autre chose dont vous parlez dans Féminisme, et qui rapproche une fois de plus le spécisme du système hétéropatriarcal,
c'est la panique morale. C'est la panique morale que le végétarisme ou le végétalisme suscite. Vous écrivez, là je vous cite, « Féminisme et antispécisme ont en commun la volonté de déconstruire un système millénaire et institutionnalisé et s'inscrivent en cela dans une lutte contre des schémas normatifs. Or, toute déviance à la norme, homosexualité, végétarisme, polyamour, monoparentalité, est considérée comme une menace pour la société. » C'est ça, et on l'a vu par exemple avec le mariage pour tous, où on a hurlé à la débandade, le chaos, la fin de la civilisation, quoi. Ouais. Mais ces paniques, elles reviennent tout le temps, ces paniques morales. C'est vraiment ça, donc c'est les lesbiennes, mais c'est Alice Coffin qui le dit très bien, mais pas qu'elle, hein, les lesbiennes font peur. Les lesbiennes, c'est le plus grand danger, elle le dit, c'est un danger pour les hommes, les lesbiennes. Mais comme... mais on se demande, en fait, quand on voit ces paniques morales liées à l'alimentation, par exemple, à la viande. Oui, parce que pareil, le véganisme, c'est la fin de l'humanité. Bah ouais, c'est genre, oh là là, alors déjà, il y a l'idée qui sort de nulle part que les personnes qui ne mangent plus d'animaux veulent forcer les gens qui en mangent violemment à ne plus en manger. Donc, encore une fois, quand on regarde le nombre de gens qui... On estime, en fait, dans le monde, il y a vraiment très peu de végés, c'est genre de l'ordre de 3-4%, quoi. Et en général, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes dans ces pourcentages-là, dans ces stats-là. Mais donc déjà, c'est quand même hyper minoritaire. Donc c'est quand même des gens qui ont peur d'une minorité, quoi, de la population. C'est drôle. La majorité qui a peur de la minorité, ça rappelle plein de choses. Ouais. Bah vous dites que c'est justement parce que c'est hyper subversif, en fait. C'est comme être voilà. gay, c'est comme être lesbienne, c'est comme être trans. Ça subvertit l'ordre social. C'est ça. Ça leur fout la trouille aux dominants, en fait. Exactement, voilà. Ça leur fait peur. C'est là parce qu'ils comprennent pas, mais parce que c'est des gens qui, en fait, en face, ne remettent rien en question. Et pour eux, les animaux, de toute façon, il y a même pas une question. C'est-à-dire, on parle de dissonance cognitive. C'est des gens qui vont avoir fait des animaux chez eux. Ils vont avoir un chien, un chat, un perroquet, un hamster, on sait rien. Et ils vont faire la différence. Ils vont se dire, bah non, mais mon chat, je le mangerai jamais, t'es folle ou quoi? Mais, bah, dissonance cognitive. Ouais. Mais du coup, une fois de plus, la panique morale contre les antispécistes ou les véganes se combine avec la panique morale masculiniste, en fait. Les gens qui crient à la crise de la masculinité, alors c'est quelque chose qui n'existe pas, mais ça peut se combiner aussi ça peut être mobilisé et utilisé contre le véganisme ou le végétarisme. Quand on entend c'est les femmes qui chercheraient à castrer les hommes en les privant de viande. Tout à fait. En fait, tout est lié là-dedans. C'est parce que la crise de la masculinité, ce mythe-là revient tout le temps, et Francis Dupuy-Derry en parle. Ouais. Ça, depuis le Moyen-Âge, en fait. Hein, donc c'est pas du tout nouveau. Zemmour, il a rien inventé. Les masculinistes canadiens, non, ont inventé. Donc c'est depuis toujours qu'il y a cette idée. Et alors, ça va être soit les homosexuels, soit la faute des homosexuels, soit ça va être la faute des véganes, soit ça va être la faute des populations qui sont pas blanches. Par exemple, les tenants de la colonisation au moment de l'indépendance de plusieurs pays, notamment je pense à l'Algérie, ont dit bah ça y est, c'est la crise de la masculinité blanche. En gros, les blancs sont pas des vrais hommes, la preuve, on n'a même pas réussi à dompter ces sauvages, quoi. Parce que justement, il y a une mise en concurrence des différentes masculinités, ça on l'a pas dit, parce qu'on parle de masculinité depuis tout à l'heure, mais il y a une mise en concurrence des masculinités blanches et des masculinités non blanches, qui ont servi justement à justifier la colonisation, et avec la viande aussi. C'est là où on peut aussi lier les deux, car je cite Carol J. Adams dans Sexisme, où elle parle de la propagande carniste qui a servi, notamment en Grande-Bretagne, à justifier la colonisation des pays asiatiques. En disant, nous les bouffeurs de bœuf, c'est nous qui faisons avancer la société et la civilisation, c'est nous qui sommes à la base du progrès, contrairement à ces bouffeurs de riz, et c'est pas mes mots, hein, évidemment, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est vraiment rice eaters, beef eaters, donc c'est pas du tout mes mots. Hein. Donc c'est nous les bouffeurs de bœuf versus les bouffeurs de riz. Regardez-moi ces bouffeurs de riz, ces hommes qui sont plus petits que nous, regardez, ils sont chétifs, et surtout ils mangent du soja et du riz. Ha ha ha. C'est pas des vrais mecs. Donc, on justifie de les coloniser, d'exploiter leurs ressources, de violer les femmes. Voilà, on s'accapare ce pays, on s'accapare les humains qui sont dessus, parce que la viande est au-dessus de tout. Donc, le dogme carniste est profondément lié à un projet d'exploitation et de domination.
On le voit là, donc il y a une propagande liée à ça. Pendant longtemps, donc il y a le mythe de la protéine, hein, qui a fait que la viande est devenue l'alpha et l'oméga en termes de santé. Je l'ai pas mis dans le livre, mais il y a eu une période où il y a plein de médecins qui étaient persuadés que la viande, et qui le vendaient comme ça, que la viande guérissait le bégaiement, par exemple. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, bah oui, c'était le mythe de la protéine. La viande, ça guérit tout. D'accord. Et sans viande, on meurt, en fait. Sans viande, on peut pas vivre. Donc ça vient de loin, c'est pas... C'est la science qui, à un moment donné, c'est les médecins qui ont propagé ces idées-là, ce dogme-là, cette propagande protéinique. Mais oui, il y a on parlait de ça, c'est vraiment, voilà, c'est profondément lié. La masculinité occidentale et hégémonique est liée à la consommation de viande, donc donc ça donnerait le droit de coloniser les hommes qui ont un régime moins orienté sur la viande, même si il y a de la viande partout, hein. Et on le voit bien aujourd'hui, les hommes asiatiques, et il y a un épisode très intéressant de Kif Taras, de Grassley et Rokhaya Diallo, sur le sujet, sur la masculinité chez les hommes asiatiques, sur justement le stigma de ce sont des sous-hommes. Et donc on le voit bien sur cette question de l'alimentation, notamment du soja. Voilà, j'en parle dans le livre, il y a cette insulte qu'on retrouve sur les forums masculinistes en ligne, qui est soy boy, donc garçon soja. Ouais. Donc ça décrit à la fois les hommes végés ou véganes, ou antispécistes, mais aussi les féministes. Donc on voit bien que c'est lié, par exemple là. Ouais. Mais comme ils sont aussi les hommes féministes, en tout cas les pro-féministes, ou qui en parlent dans des forums, vont être appelés les cucks, donc ce qui veut dire cocu. Donc on voit bien que là aussi, il y a un truc qui touche à l'hétérosexualité, la domination de l'autre, donc ce seraient des hommes qui seraient pas assez forts pour garder leur meuf, en fait. Donc tout est lié. On voit bien là... Ouais, il y a vraiment énormément de parallèles entre tout ça, en fait, c'est assez incroyable. Alors pour aller vers la conclusion de cet épisode, est-ce que du coup, vu qu'il y a une sorte de connexion, d'interdépendance entre les différentes formes de domination, est-ce qu'on peut espérer une convergence ou une alliance plus forte dans les années à venir entre, par exemple, les mouvements qui luttent contre le système hétéropatriarcal, donc en particulier le féminisme ou les mouvements LGBTQIA+, et les mouvements qui luttent contre le spécisme? Je suis pas sûre, honnêtement. Disons que l'antispécisme, ça reste quand même très marginal, comme je le disais. Il y a déjà très peu de convergence entre féministes et milieu LGBTQIA+. Déjà, je veux dire, on n'a pas non plus une porosité énorme, hein. On aimerait bien y croire, hein. C'est pas forcément le cas. Sur les questions de race, c'est pire. Sur les questions de classe, c'est pire. Sur les questions écolo, c'est pire. Sur les questions antispécistes, voilà, reste très marginal. Donc, on a le concept de l'écoféminisme qui a ressurgi il y a quelques années. J'en parlais dans mon premier livre d'ailleurs. Il a ressurgi sur justement une convergence des luttes féministes et écolo. Et dans ces luttes écolo, on peut y mettre effectivement les luttes antispécistes. Mais, disons que les féministes, dans les pays occidentaux, notamment les féministes blanches, ont beaucoup de travail à faire sur les questions justement d'intersection avec la classe, par exemple, et avec la race, même avec le genre, hein, aussi. Enfin, il y a quand même un truc, il y a quand même du taf, hein, en fait. Le féminisme en France, ça reste un féminisme, disons, on va dire majoritaire, blanc et bourgeois, et hétérosexuel. On voit bien, les personnes qui vendent le plus d'ouvrages là-dessus, c'est des personnes qui appartiennent à cette catégorie-là. Ouais. Et ça n'est pas dire que leur travail ne vaut rien. J'admire le travail de plein de ces femmes-là. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est un constat. Le constat, c'est que, voilà, c'est des femmes blanches, hétérosexuelles et bourgeoises qui vont vendre le plus de bouquins et donc qui vont être le plus visibles, etc. Donc il y a quand même un problème de représentativité dans les milieux féministes en France, en tout cas ceux qui sont médiatisés aussi. Il y a un problème, c'est comme plein de choses, hein, mais après il y a des problèmes aussi dans les milieux écolos, par exemple, j'ai pas mal de témoignages dans les milieux antispécistes, hein, des témoignages de violences au sein même de ces milieux, de violences des hommes contre les femmes, de violences de personnes blanches contre les personnes racisées, des personnes hétéros contre des personnes homo.
Donc il y a aussi des problèmes au sein de ces milieux-là, il y a des problèmes dans les milieux féministes aussi, hein, évidemment, il y a du racisme, il y a du classisme, il y a de l'homophobie, il y a de la transphobie. J'ai l'impression que... En fait, je suis pas sûre qu'on ait... Moi, ça c'est mon avis perso, je suis pas sûre qu'on ait besoin... Comment dire ? Il faut qu'il y ait une convergence, ça c'est sûr. Mais il reste encore trop de privilèges entre les mains d'une certaine partie de la population pour qu'il y ait une vraie convergence au fond, parce que chacune trouve ses intérêts, et en fait même dans les milieux féministes il y en a plein qui sont pas prêts à renoncer à leurs privilèges, quoi. Donc de là à parler d'antispécisme, on en est loin à mon avis, très très loin. Mais après j'ai l'impression que les milieux LGBTQIA+ sont plus avancés sur le sujet, parce que il y a une obligation d'inclusivité. Par exemple, quand on fait un événement queer, il y a un principe d'inclusivité. Donc, moi je sais que dans les événements où j'étais invitée, qui étaient des événements LGBTQIA+, ou qui étaient des événements écoféministes, ouais. Bah il y avait une offre, je veux dire, la bouffe c'était végé ou vegan, déjà, par défaut. D'accord, ouais. Par défaut, il n'y a pas de viande. Pour plein de raisons, mais parce que, au moins, c'est plus inclusif, quoi, déjà, de base. Si on enlève la viande, déjà, voilà, y a pas de problème. Donc il y a une sensibilité, justement, à inclure, en tout cas à pas exclure. Alors pour finir, Nora Boiseni, est-ce que vous pourriez nous donner 3 recommandations ? Alors la première recommandation, et je sais que ça commence à dater, ça fait 1 an qu'il est sorti cet épisode, mais c'est le podcast Vénus s'épilait-elle la chatte, et c'est l'épisode sur Picasso. Et j'y ai repensé parce qu'il y avait un article dans Libération, je crois il y a quelques jours, sur le musée Picasso, qui commence à un peu se dire que le récit fait autour du génie Picasso et ses muses et tout, il fallait peut-être commencer à y réfléchir, puisque dans l'épisode... Et puis il y a une énorme exposition Picasso qui va être organisée en 2023, je sais plus où, aux États-Unis, et qui, je pense aux États-Unis, qui va faire beaucoup parler d'elle apparemment, parce qu'il y a notamment l'humoriste Hannah Gadsby, ouais. Dont le spectacle Nanette est formidable. Qui déteste, qui tape sur Picasso tout ce qu'elle peut. Complètement, et sur les hommes, le génie des hommes, ouais. des hommes violents et violeurs, ouais. Et qui fait partie de, bah voilà, qui va être, qui est une des femmes qui participe à l'exposition en fait, à l'organisation de l'exposition, ça promet d'être sympa. Et en fait, ce podcast, qui dure un peu plus d'1 heure, cet épisode-là, il explique comment on a construit le mythe Picasso d'un homme génial qui était un pédocriminel, un homme violent, un homme violeur, un homme qui mettait sous emprise les femmes de sa vie, qui les a empêchées pour certaines de continuer à faire leur art, et qui les a détruites en fait, et qui a détruit pas que les femmes, qui a détruit sa propre famille, ouais. qui a détruit les gens autour de lui. Et donc dans le podcast, il y a une historienne de l'art qui a écrit un livre, Picasso le Minotaure, qui dit au tout début de l'épisode, moi en fait quand j'ai commencé à écrire ce livre, en fait j'étais fan de Picasso, et elle dit maintenant je peux plus le voir, elle dit c'est abject, il est abject, c'est une personne abominable en fait. Et au fond la question c'est tout ce mythe, et c'est ce dont parle Hannah Gadsby, qui d'ailleurs est citée dans le podcast. Dans l'épisode il y a l'extrait où elle parle de Picasso. C'est quoi le concept du génie? C'est un concept très masculin, et de l'artiste visionnaire et génial, etc. Et donc, comme on dit aujourd'hui, en séparant l'homme de l'artiste. Et Hannah Gadsby, quand elle parle de Picasso dans son spectacle, elle le met sur au même rang que Polanski, que Cosby, je crois. Et donc comment est-ce que ces hommes auraient donc une espèce de nature quasi divine, de droit divin, donc sont au-dessus des lois en fait. Ils font ce qu'ils veulent au nom de l'art. Voilà, qu'au nom de l'art, on excuse tout, on leur permet tout, de violer des petites filles, de frapper des femmes. Et Picasso s'est servi, lui, pendant toute sa carrière, dans ses tableaux, de toutes les femmes qu'il a détruites. Il les a peintes, et lui-même disait, si je pouvais brûler, parce qu'il a eu beaucoup de femmes et de filles dans sa vie amoureuse, et il disait, si je pouvais les brûler à chaque fois qu'elles sont plus avec moi, ça m'arrange, quoi. Pour qu'en gros plus personne ne puisse les avoir, quoi. Et le podcast il est très dur à écouter, hein, parce que voilà, il y a de la pédocriminalité dedans, il y a de l'emprise psychologique, il y a des violences, enfin le podcast est très bien fichu,
Ça parle vraiment de plein de choses qu'on peut coller sur plein d'autres artistes, parce que voilà, on prend Picasso pour parler des autres hommes artistes. La deuxième recommandation, c'est le blog de Aude Vidal, qui est aussi autrice, qui a écrit un super bouquin elle a écrit des petits livres hyper accessibles, je crois que c'est chez Sileps, et il coûte vraiment pas cher, c'est des petits bouquins. Il y en a un qui s'appelle La conjuration des égos, féminisme et individualisme, je crois, et un qui est sur le revenu universel. Elle a longtemps défendu le revenu universel, et elle est vraiment, maintenant, elle se dit que c'est vraiment une mesure extrêmement libérale, en fait, et capitaliste, quoi. Et le bouquin est super intéressant, j'avais jamais lu ça. Et sur les individualismes et le féminisme, c'est très intéressant aussi. Alors, il y a plein de choses qui vont faire grincer des dents, mais bon, en tout cas, il y a plein de choses très intéressantes. Et son blog est super. C'est mon blog sur l'écologie politique, il s'appelle. Et c'est vraiment, elle fait beaucoup de recensions d'ouvrages, voilà, visée anticapitaliste, c'est des ouvrages qui sont assez radicaux aussi, féministes, qui parlent de santé publique, qui parlent d'antispécisme aussi, qui parlent de système alimentaire, etc. Donc vraiment son blog est assez unique, je trouve. Moi, il y a très longtemps, j'avais un blog et je lisais plein de blogs, et aujourd'hui on n'a plus beaucoup ces paroles-là, en fait, de personnes qui sont très intéressantes sur ces sujets-là. Et la troisième, c'est une série, parce que bah du coup c'est un peu ma spécialité, et ça s'appelle Severance, et qui veut dire en gros rupture en anglais, séparation. Et c'est une série qui passe sur Apple TV+, et c'est une série qui est extrêmement intéressante pour parler d'aliénation au travail. C'est une série où en fait ça se passe dans un futur très proche, mais c'est donc l'histoire un homme qui travaille dans une espèce de multinationale, on ne sait pas trop ce qu'ils font d'ailleurs, c'est fait exprès, on est un peu dans le flou. Et tous les employés de cette entreprise ont donné leur accord pour subir une intervention qui s'appelle donc le severance, donc la séparation, c'est-à-dire qu'ils ont une petite puce dans le cerveau, et quand ils arrivent au travail, ils mettent leur truc dans un casier, et ils prennent l'ascenseur pour arriver à leur étage, et là, en fait, ils séparent leur moi du travail, donc ça s'appelle leur ini, donc celui qui est à l'intérieur, de leur outie, celui qui est à l'extérieur. Donc en fait, quand ils sont au travail, ils savent pas ce qu'ils ont mangé la veille, le soir, ils savent pas s'ils sont mariés, ils savent pas où ils habitent, ils savent pas s'ils aiment la musique ou le jardinage. En fait, ils ne savent rien de leur moi qui n'est pas le moi du travail. Et même chose quand ils sortent. Quand ils reprennent l'ascenseur pour partir, le truc s'active et ils ont oublié ce qu'ils ont fait de la journée. Et c'est passionnant sur l'aliénation au travail, le libre arbitre, l'identité, qui on est, etc. C'est vraiment, et alors c'est très, pour moi c'est une des meilleures séries tout court de l'histoire des séries. Déjà, non mais tout simplement. C'est vraiment excellent, la musique est folle, la cinématographie est dingue, les décors sont incroyables, les acteurs-actrices sont géniaux, c'est assez dur à regarder, c'est vraiment il y a un côté comique aussi, mais c'est un vrai drame. La fin est d'une brutalité hallucinante. Moi je suis restée la bouche ouverte sur mon canapé avec une larme qui coule. Il y a une saison 2 qui arrive, heureusement, mais c'est vraiment formidable, donc je conseille Severance. Bah génial, je mettrai ces 3 recommandations en description comme toujours. Un grand merci Nora Boisouni d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Victor, c'était un plaisir partagé. C'est la fin de ce 12e et dernier entretien de la première saison de Comme un poisson dans l'eau. Vous êtes énormément, pour un podcast de cette audience, à avoir laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout sur Spotify. Vraiment, merci beaucoup. Déjà, c'est une reconnaissance de mon travail et c'est hyper gratifiant. Mais surtout, ça envoie le signal aux plateformes que le podcast est chouette, et donc elles le font découvrir à d'autres personnes. Donc vraiment, merci 1000 fois. Merci pour vos retours. Merci pour votre soutien. Il reste un épisode lecture la semaine prochaine, en complément de cet entretien, et je vous prépare un épisode spécial pour le milieu de l'été. Comme ça, vous ne serez pas complètement délaissés. J'ai 30 000 idées de personnes à inviter et de thèmes à traiter pour la prochaine saison, mais n'hésitez pas à m'en proposer davantage sur les réseaux sociaux, et je vous tiendrai au courant de tout ça. Bisous les poissons.